Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présentes et présents à ces tables rondes sur l'islamophobie. Je m'appelle Imanel Hamzaoui, je suis co-animatrice du groupe thématique antiracisme de la France Insoumise et membre de la coordination nationale au titre de l'espace jeunesse et bataille antifasciste. Je suis ravie de partager ces tables rondes avec Louis Boyard, député LFI NFP et mon camarade dans l'espace jeunesse et bataille antifasciste. Et Raphaël Liogier, sociologue, spécialiste des questions religieuses et auteur de l'ouvrage Le mythe de l'islamisation, paru en 2012, que je vous recommande très, très fortement. J'aimerais débuter en évoquant ce qui me semble être deux spécificités de l'islamophobie et qui justifient, de mon point de vue, qu'on accorde à cette thématique une table ronde spécifique. Tout d'abord, le problème islamophobe constitue aujourd'hui en France un paradoxe. C'est une forme de racisme omniprésente, que ce soit dans la sphère politique, la sphère médiatique ou la sphère de la vie privée pour les personnes musulmanes ou supposées musulmanes. Et pourtant, l'islamophobie en tant que fait social est contestée, voire niée. Le lendemain de l'assassinat islamophobe d'Aboubacar Cissé, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a ouvert un débat sémantique sur l'usage du terme islamophobie, fondé sur des arguments fallacieux maintes fois contredits. Et ce débat servait bien évidemment de diversion et évitait de poser le diagnostic de la montée de l'islamophobie, diagnostic qui mettrait en cause le gouvernement et ses alliés. Quelques mois plus tard, c'était au tour de socialistes de publier une tribune pour s'insurger eux aussi contre le mot islamophobie. La réalité est que la question de l'emploi ou non de ce terme n'est pas le fond du sujet. C'est un écran de fumée qui déplace l'attention quand l'islamophobie tue, c'est-à-dire lorsqu'elle apparaît dans sa manifestation la plus brutale et qu'elle prend alors un caractère indéniable. La deuxième singularité de l'islamophobie est que le problème musulman tel qu'il a été construit n'est pas seulement un problème d'ordre social ou culturel comme c'est le cas pour les autres populations minorisées. Il est également défini comme un problème d'ordre civilisationnel, d'ordre républicain et d'ordre sécuritaire. Le musulman serait un problème d'ordre civilisationnel car l'islam serait une religion de conquête et les croyants en bras armés. Ainsi, les musulmans de ce pays seraient une sorte de 5e colonne infiltrée qui a pour objectif de détruire la France, la chrétienté ou l'Occident dans son ensemble. Pour ce faire, les musulmans joueraient de leur nombre, c'est là la théorie du grand remplacement, ou infiltreraient tous les pans de la société, c'est là la théorie de l'entrisme. Partant de cet imaginaire, le musulman est toujours suspect si ce n'est coupable. S'il ne s'intègre pas suffisamment à la société dont il est pourtant partie intégrante, c'est qu'il est séparatiste, donc islamiste et frériste. Et s'il s'y intègre trop, c'est qu'il est taquilliste, donc islamiste et frériste. En somme, le musulman est toujours perdant. Les musulmans seraient également un problème d'ordre républicain car l'expression de leur foi contreviendrait à la laïcité, une laïcité dévoyée aux contours sans cesse renouvelés, redéfinis, redessinés pour justifier les politiques islamophobes en cours. Les musulmans seraient également un danger pour les femmes, le féminisme devenant un pilier de la République pour les plus grands masculinistes qui se découvrent alors féministes dès lors qu'il s'agit de critiquer les musulmans. Enfin, les musulmans seraient un problème d'ordre sécuritaire, puisqu'on a considéré depuis les attentats de 2001, et à plus forte raison en France depuis les attentats de 2015, que tous les musulmans étaient de façon indiscriminée des terroristes potentiels. Et dès lors qu'on parle de terrorisme, qu'on parle de menace existentielle au sens propre du terme, qu'on parle de danger imminent pour sa vie et celle de ses proches, alors il n'y a plus de limites aux politiques d'oppression qui peuvent être mises en place et il n'y a plus de loi d'exception qui ne puisse entrer dans le droit commun. Et nous sommes aujourd'hui camarades dans cette période de l'histoire. Ainsi, par sa nature multiple, l'islamophobie a permis la jonction entre toutes les forces réactionnaires de ce pays, de l'extrême droite identitaire jusqu'au printemps républicain. Cet arc islamophobe exceptionnellement étendu donne à l'expression islamophobe un habillage respectable, voire même souhaitable, alimentant ainsi un climat de suspicion permanent à l'encontre des musulmans et, à plus forte raison, des musulmanes qui s'en retrouvent stigmatisées, discriminées, marginalisées et exclues de la société. Je vais tout de suite donner la parole à Raphaël Liogier pour une petite intervention de 5 à 10 minutes. Merci à toutes.
Vous m'entendez? Dans les années 2000, je m'exprimais très souvent à la télévision, à la radio, j'allais dire quasiment toutes les semaines. Et j'ai arrêté très exactement en 2015. Parce qu'en 2015, je dirigeais un laboratoire qui était le seul laboratoire français, qui s'appelait l'Observatoire du religieux, le seul laboratoire qui depuis n'a plus reçu de subside de l'État français, qui a réellement travaillé sur le profil, Est-ce que la régie peut monter? Non? Oui? Je ne sais pas. Comme ça, il faut quasiment que je mange le micro? Ah oui, d'accord. Très bien. Je dirigeais le seul laboratoire français qui avait travaillé sur les profils des djihadistes. Et c'est la raison pour laquelle j'étais d'ailleurs le premier dit expert à être interviewé, si je puis dire, par l'Assemblée nationale, juste après les attentats de 2015, en janvier 2015. Ce que j'ai expliqué à ce moment-là, de façon assez précise, en prenant les profils qu'on avait suivis depuis des années, c'est qu'il n'y avait non seulement aucun rapport avec l'islam, mais que l'intensification de la pratique n'était non seulement pas un indicateur du passage à l'acte, mais c'était même exactement le contraire. C'est-à-dire ce qu'on observait depuis le milieu des années 2000, un certain nombre de groupes qui étaient dans une logique avec une forme de violence particulière, qui pouvaient se sentir stigmatisés et autres, et qui utilisaient l'islam comme une façon de se révolter, comme une façon d'exister, de faire un certain nombre de choses, avec différents niveaux de violence. Et que finalement, ce qu'on a appelé Daesh, ce qu'on appelle plus scientifiquement ISIS, a su mobiliser cette angoisse, cette anxiété, ce sentiment négatif d'un certain nombre de jeunes, d'individus qui, à la base, étaient très peu raccordés à l'islam. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on n'arrivait pas à les trouver. On a inventé le mythe du loup solitaire, de ceci, de cela. Parce que, globalement, on ne pouvait pas les trouver. Parce qu'ils étaient dans la société, éparpillés dans la société en général. Bon. En dehors du fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, que j'avais proposé un certain nombre de techniques pour pouvoir les trouver justement, mais qui n'étaient pas du tout en rapport avec l'islam. Ça avait convaincu à l'époque à la fois Laurent Fabius et François Hollande, à qui j'en avais parlé, mais ça n'avait pas convaincu Manuel Valls, dont je suis devenu, à partir de là, l'ennemi absolu. Il a même refusé une fois une réunion qui était à Matignon, où on m'avait convoqué pour expliquer un certain nombre de choses. Il a vu mon nom dans la liste et il n'est pas venu. Il faut dire que 2 jours avant, à la télévision en prime time, j'avais dit Manuel Valls, il y a au moins une chose qu'il peut économiser, c'est ses gardes du corps, puisque globalement, il fait le marketing gratuit de Daesh. Donc personne ne va essayer de le viser. Ça, c'est clair. Ce qui globalement est vrai. Je veux dire, vraiment, il a placé la France en cible privilégiée. Maintenant, comme c'est très court ce que vous m'avez donné comme temps, j'en finis avec ça. Et je voudrais faire une analyse un petit peu plus approfondie. Parce qu'il y a une deuxième raison pour laquelle je me suis exprimé de moins en moins et je refusais petit à petit, y compris les invitations des organisations musulmanes, pas parce que je n'apprécie pas ces organisations musulmanes, c'est parce que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Pourquoi ? Parce que moi je ne suis que philosophe et sociologue et que le problème de l'islam est devenu un problème psychiatrique. Je ne suis pas psychiatre, donc je suis de moins en moins apte du point de vue de la légitimité scientifique à en parler. Mais néanmoins, je peux quand même vous dire une chose, c'est qu'il y a un point sur lequel on pourrait être d'accord dans un premier temps, avec la remise en cause de l'expression islamophobie, c'est que moi je ne pense pas que nous en soyons au stade de l'islamophobie, je pense que c'est bien pire du point de vue clinique que l'islamophobie. Je vais vous expliquer la différence et vous allez tout de suite reconnaître les conséquences de cette différence et pourquoi est-ce qu'on se permet de faire un certain nombre de choses, de faire un certain nombre de lois, d'avoir un certain nombre de discours qu'on ne se permettrait pas si c'était seulement de l'islamophobie. C'est de l'islamo-paranoïa. Quelle différence il y a entre la phobie et la paranoïa ? La différence entre la phobie et la paranoïa, c'est que je vais prendre une analogie qui est bien connue, puisque moi-même je suis arachnophobe, j'ai peur des araignées. Voilà. Si vous arrivez dans une pièce et que vous êtes arachnophobe, d'accord ? Ben vous situez, vous rentrez dans la pièce et il n'y a pas d'araignée, vous n'en voyez pas. Bon, vous êtes juste arachnophobe, ça ne vous pose aucun problème, il n'y a pas d'araignée, vous rentrez, vous faites votre vie, quoi, vous n'êtes pas... voilà. Si vous voyez une araignée
Deuxième hypothèse, vous rentrez dans la pièce, vous voyez une araignée. Ah, ça vous fait peur, vous avez tellement peur, vous êtes phobique, vous vous éloignez, vous appelez un ami pour l'enlever, ou alors vous l'écrasez vous-même en étant avec un air un peu dégoûté, vous avez peur, etc. Ça, c'est l'arachnophobie. D'accord ? Ça ne va pas chercher plus loin que ça. C'est déjà assez horrible, mais ça ne va pas chercher plus loin que ça. Dans les années 80, il y avait beaucoup d'islamophobie dans ce sens-là. Début des années 2000 aussi, tout change vers 2003, c'est-à-dire au moment où la laïcité devient un instrument d'hygiène identitaire. C'est-à-dire que la laïcité, par exemple même le Front National qui va devenir le Rassemblement National, à partir de 2003, moi j'ai repéré l'évolution de ce processus, au lieu d'être antisémite, a priori, anti-franc-maçon, antisémite, anti-laïcité, comme disait Jean-Marie Le Pen, la laïcité, c'est le complot judéo-maçonnique. À partir de 2003 à 2004, tout change. La laïcité, c'est génial. Dès que ça devient un instrument d'hygiénisme et de ciblage de l'islam. Là, ça devient super cool. Et au contraire, il ne faut pas être antisémite, mais par contre, c'est le prétexte d'un certain nombre de choses que vous connaissez tous. Et en particulier, ça regarde aussi la question israélo-palestinienne, etc., etc. Mais donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va basculer sur un mode paranoïaque. Et maintenant, je reprends mon exemple. Et vous allez voir, toutes les politiques publiques depuis 2003 vont complètement changer à ce niveau-là. Vous rentrez dans la pièce. Maintenant, on revient à notre arachno. Nous sommes arachno-paranoïaques maintenant. Deuxième hypothèse. Je rentre dans la pièce. Alors là, vous avez une araignée et vous la regardez et vous dites « Oh putain, elle m'attend. Elle est là pour moi. C'est évident qu'elle est là pour moi. Cette araignée est là pour moi. » Et donc là, c'est l'horreur parce qu'elle est là, il y a l'intentionnalité. C'est-à-dire, elle est vraiment là pour moi. Elle a fait exprès d'être là, l'araignée. Pas par hasard, elle a fait exprès. Mais alors maintenant, deuxième hypothèse, et c'est ça le plus grand problème. Vous arrivez dans la pièce, et là, il n'y a pas d'araignée. Mais vous êtes paranoïaque, vous n'êtes pas arachnophobique, d'accord ? Vous rentrez dans la pièce, vous n'en voyez pas, et vous dites « Oh putain, elles ne sont pas là. C'est encore pire, elles se cachent. » Voilà. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'islam. C'est-à-dire que moi, ce que je conseillais au mouvement musulman, je dis « Ne cherchez pas à vous cacher. » Début des années 2000, avec mes étudiants, je leur avais proposé de monter une Muslim Pride. On avait encore les t-shirts, j'ai encore les t-shirts, je crois que je les ai montrés, les t-shirts qu'on avait fait, on avait organisé à Paris des expos, etc. Je leur dis, il ne faut pas se cacher, il faut au contraire se manifester, puisque la laïcité, c'est le droit de manifester, y compris ses convictions religieuses, dans la mesure où on ne l'impose pas aux autres. Et jusqu'à preuve du contraire, les musulmans, de façon concrète et objective, sont quand même ceux qui cherchent le moins à imposer leur religion, contrairement à ce qu'on dit. Est-ce que vous avez vu, je demande en général dans la salle, quand je suis chez des gros réactionnaires, alors j'espère qu'ici ce n'est pas le cas, je leur dis, quand ils me disent « mais non, mais vous dites n'importe quoi, mais etc. etc. » Ils vont dire, j'ai un chapitre dans un livre qui s'appelle « Du oui bien sûr au mais quand même ». L'islam, c'est le mais quand même. On dit oui bien sûr, mais quand même. Voilà. Et donc, comment dire, il y a un moment, ce point de bascule, où la paranoïa collective a autorisé des mesures de plus en plus agressives. Pourquoi ? Parce que quelles conséquences ça a, le fait d'être dans une islamo-paranoïa ? Ça veut dire que le seul fait d'être musulman, c'est-à-dire, quelle que soit votre attitude, si vous êtes un musulman qui ne met pas le voile, par une jeune femme qui ne met pas le voile, et qui va vous expliquer qu'elle est ultra-démocrate, on va vous dire, putain, la fille, elle se cache derrière elle cache son islamité, et donc c'est le double discours. Et elle prétend qu'elle est démocrate. En fait, elle s'insinue dans notre truc, etc., etc. Si elle met le voile, on dit « Ah, la provocation, mais regardez, on l'a vu. » Donc de toute façon, c'est coincé. Donc autant se manifester à mort en utilisant ce qui existe dans la République française, le droit de se manifester. Et finalement, c'est plus rassurant, même pour les islamo-paranoïaques. Vous voyez ? Parce qu'en attendant, ce qui s'est passé, c'est que quand vous êtes dans une logique paranoïde, le seul fait d'être musulman constitue une agression, puisque vous êtes paranoïaque. Donc, les lois qui vont être elles-mêmes des lois archi-agressives, privatives de liberté, vont se justifier dans la tête de gens comme Rotaillot et autres, tous ces gens, vont se justifier comme étant de la légitime défense de notre civilisation qui est préalablement attaquée. Vous voyez ?
Quand vous êtes dans une logique phobique, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir ce type de loi. Mais quand vous êtes dans une logique paranoïde, vous allez faire de la laïcité un instrument archi-agressif, mais qui est déjà là pour défendre contre une agression qui existe déjà. Si vous rentrez dans le détail, vous dites, mais attendez, la laïcité, article 1er de la loi de 1905, liberté de culte, dans la limite, etc. Vous le démontrez la chose, vous l'expliquez, vous dites, mais pourquoi est-ce que la fille, elle n'aurait pas le droit de se baigner en burkini? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit de se... Puisque par ailleurs, en plus, c'est une mauvaise analyse de la situation, puisque le burkini s'est inventé par une styliste australienne, qui par ailleurs veut justement détourner la charia au sens le plus strict du terme, et que si on n'est pas très raciste, pas raciste, et qu'on va par exemple sur Iman Magazine, qui est le magazine en ligne de genre Elle des musulmans, on se rend compte que dans le courrier, ceux qui sont les plus violemment contre le burkini sont les fondamentalistes les plus durs. Pourquoi? Parce qu'on voit les formes, que c'est une manière finalement de faire du sport et de contourner le truc, etc., etc. Donc en plus on fait le contraire. Mais par ailleurs, au regard de la laïcité, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se baigner en étant... Quel rapport avec la choucroute? Je veux dire, vraiment. Ça n'a aucun rapport. Mais en fait, il ne faut pas réfléchir de cette manière-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce rapport psychiatrique à la paranoïa. Troisième point, j'ai fini. Puisque quand on fait une analyse clinique, il faut essayer de faire une analyse des causes de cet état psychiatrique. Ben, il y a des causes. La paranoïa, contrairement à la phobie, est liée à une crise, ce que Freud appelle une blessure narcissique. La crise narcissique, une blessure narcissique. Qu'est-ce qui se passe avec l'Europe et la France en particulier? Ce qui se passe avec l'Europe et la France en particulier, c'est le déploiement depuis 2003, c'est-à-dire depuis la guerre en Irak. Pour la première fois, les Européens et les Français en particulier sont considérés comme étant périphériques, y compris par les Américains. Et donc il va y avoir une vraie crise narcissique collective, une blessure narcissique collective. L'idée, on n'existe plus. Qu'est-ce qui nous a enlevé notre identité? Rien ne va plus. Et c'est là où va se déployer la logique civilisationnelle, défense de la civilisation, etc. On va sombrer dans cette espèce de narcissisme collectif, général, de blessure narcissique, qui fait que la laïcité va changer, le rapport aux partis politiques, la plupart des partis politiques, pas tous, fort heureusement, vont changer, ce qui fait que même la droite qui se dit classique va s'appuyer sur cette logique de défense civilisationnelle, comme si tout était foutu, tout était déjà terminé, on s'effondre. Et cette logique de l'effondrement, l'idée qu'on est attaqué par des musulmans, par d'autres civilisations adverses, où on va tout mélanger. On va mélanger l'attaque, l'idée que la McDonald's culture, la fille qui porte son voile, tout ce que vous voulez, vous l'avez dans le discours qui est un discours complètement analysable psychiatriquement de quelqu'un comme Finkielkraut, que vous voyez varier et qui est totalement là-dedans. Et donc, l'analyse qu'on doit faire de ça, psychiatriquement, c'est que tant qu'on n'aura pas géré cette crise narcissique collective, globalement, ça ne sera pas possible d'avancer. Parce que ce narcissisme collectif, cette blessure narcissique collective qui est liée aux logiques postcoloniales, à l'idée parce que l'idée d'envahissement que j'évoque dans le mythe de l'islamisation et dans d'autres livres, elle est liée à l'angoisse que ce qui a constitué, entre guillemets, notre empire colonial, même si je ne m'assimile pas, d'accord, vont à leur tour nous coloniser. C'est-à-dire que maintenant qu'on a perdu la prééminence, l'islam est le prétexte, l'idée, tiens, c'est une colonisation inversée. Ceux que nous avons colonisés ne peuvent que se venger en nous colonisant. Donc ils sont en train de nous coloniser. Et le vocabulaire qui est utilisé, c'est un vocabulaire de la colonisation inversée. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Ouais. Et ça fonctionne comme ça depuis 2003, 2004, 2005, 2006, c'est de plus en plus intense. Et de plus en plus de partis politiques, y compris de partis politiques théoriquement de gauche, mobilisent cela parce que c'est la manière de susciter chez les lecteurs un certain nombre de susciter des voix chez les lecteurs. Et c'est vraiment dramatique. C'est-à-dire qu'on va avoir même un néo-nationalisme de gauche, théoriquement de gauche, jadis porté par un type comme Manuel Valls, par exemple. Théoriquement, je vous dis, voilà, théoriquement de gauche, mais il y en a d'autres
qui sont théoriquement de gauche et qui sont dans cette logique néo-nationaliste, c'est-à-dire de protectionnisme de l'identité, de ceci, on ne peut pas s'ouvrir, il faut arrêter avec l'universalisme, etc. etc. Ouais. Moi, je pense que s'il y a une lutte de fond à faire, c'est d'essayer de mettre au jour, de rendre visible cette crise narcissique collective. Voilà. Merci beaucoup. Dans un certain nombre de choses que tu as dit, je vais aussi y revenir. Et j'aimerais commencer cette intervention par rendre hommage à Boubacar Cissé, à rendre hommage à Hichem Miraoui, qui ont été assassinés dans des assassinats qui sont purement le fruit de l'islamophobie et d'une islamophobie d'État qu'on va chercher à expliquer aujourd'hui. Les musulmanes et les musulmans, ce sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont des victimes, par exemple, lycéens, particulièrement lycéennes, étudiants, particulièrement étudiantes, ce sont des ouvriers, des ouvrières, ce sont des cadres, ce sont des jeunes, ce sont des personnes âgées, et ce sont des personnes qui sont stigmatisées tous les jours, quotidiennement, dans le débat public, dans le débat politique, et aussi dans la réalité de leur vie. Et j'aimerais commencer cette intervention par vous faire une liste non exhaustive de toutes les polémiques publiques et politiques qui sont recyclées d'année en année, et je tiens à dire que c'est non exhaustif. La polémique sur le burkini, auquel on a le droit tous les débuts d'été. La polémique sur la viande halal. La polémique sur les prières de rue. Je vous donne une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'étais à Marseille. J'ai vu une procession religieuse chrétienne et je n'ai pas vu que ça ait fait la une de CNews. Vous avez ensuite les polémiques sur les constructions de mosquées, qui sont un sujet politique parce que dans un certain nombre de villes, vous n'avez pas des lieux de prière qui sont suffisamment nombreux pour pouvoir accueillir tous les fidèles ou même en suffisamment bon état pour pouvoir les accueillir dans des bonnes conditions de sécurité. Les polémiques sur les prénoms non français. Je ne crois pas que Donald soit un prénom qui soit particulièrement français, mais on ne le voit pas souvent dans les listes qui sont dressées par BFM TV. Les polémiques sur l'abaya qui ont été particulièrement lancées par Gabriel Attal. Les polémiques sur les accompagnatrices voilées. Les polémiques sur l'abattage rituel. Les polémiques sur l'islamo-gauchisme. Les polémiques sur les repas sans porc à la cantine. La polémique sur les pénuries d'œufs qui étaient dues apparemment aux musulmanes et aux musulmans pendant le Ramadan. Les polémiques sur le hijab pour les femmes qui souhaitent pratiquer le sport. Je viens de vous faire une liste non exhaustive de tous ces débats qui sont recyclés jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, année par année, et je sais que j'en manque encore d'autres et j'aurai plaisir à en discuter avec vous à la fin de la conférence pour essayer de compléter ma liste. L'idée, c'est de comprendre d'où est-ce que vient cette islamophobie. Et tu as déjà un petit peu mis le doigt dessus. Cette islamophobie, au fond, c'est un continuum colonial. Et pour expliquer en quoi c'est un continuum colonial, je vais beaucoup me baser sur des exemples de l'Algérie. Jusqu'en 1947, pour acquérir la nationalité française, il fallait renoncer à la religion musulmane. Jusqu'en 1947. Ça fait moins d'un siècle. Et ça a continué bien après 1947. J'aimerais vous donner les exemples des années 50 avec les cérémonies de dévoilement qui ont été organisées par l'armée coloniale française. Et il y a notamment cette photo que vous pouvez retrouver dans les archives de l'INA, une photo du 18 mai 1958 dans laquelle, devant le gouvernement colonial d'Alger, vous avez deux femmes européennes qui participent au dévoilement d'une femme devant le gouvernement d'Alger. Et ce sont des cérémonies qui se répéteront par centaines. Alors là, on comprend le continuum colonial, mais c'est quelque chose qui continue aussi pour les générations qui sont issues de la colonisation et qui sont arrivées dans l'Hexagone. Et j'aimerais vous donner l'exemple d'une grève qui a particulièrement marqué l'une des premières polémiques islamophobes dans l'Hexagone. J'aimerais vous donner l'exemple de la grève de Citroën à Aulnay-sous-Bois en 1982. En 1982, à Citroën-Aulnay-sous-Bois, vous avez les ouvriers qui se mettent en grève. Regardez les tracts, ils sont vraiment intéressants. Dans la grève, ils font une grève sur la question des salaires, sur la question des conditions de travail, sur la question de la régularisation des travailleurs sans papier, sur la question du racisme et des discriminations. Et quand il y a la grève, vous avez le tract qu'on distribue, vous avez la prise de parole qui est faite, mais dans les discussions avec le patronat, quand ils ont fait les listes, vous pouvez regarder, tout ça, ça se retrouve dans des archives, vous avez donc un moment, ils racontent une scène où il y a eu une bagarre avec le patron, parce que le patron a fait une remarque raciste. Vous voyez, à chaque fois, il y a les listes qui rajoutent le concret, et dans ces listes, il y a la revendication d'avoir un local pour avoir une salle de prière.
Parce que dans l'organisation de leur temps de travail et de leur temps de vie, il y avait ces travailleurs qui avaient besoin d'une salle de prière pour pouvoir mieux organiser leur temps de travail et leur temps de vie. Et le patronat a choisi d'utiliser cette revendication et d'en faire le contre-feu qui a été utilisé dans les médias. Et sur la grève de Aulnay sur Citroën en 1982, vous avez eu une grande polémique sur faut-il des lieux de prière sur les lieux de travail. Depuis 1970, dans beaucoup d'usines Renault, vous aviez des locales qui servaient de salles de prière. Et vous avez le patronat qui a utilisé cette revendication, parmi tant d'autres revendications, comme contre-feu. Par ailleurs, à la fin, cette grève elle a été victorieuse sur un certain nombre de points, mais pas sur le point du local de prière. J'ai aussi un autre exemple qui est l'affaire de Creil de 1989. L'affaire de Creil de 1989, c'est vraiment vous avez des élèves qui gardaient leur voile dans la salle de classe. Et vous avez le chef d'établissement qui décide de les exclure. Et alors se lance une grande polémique qui aura par ailleurs pour réaction de se propager dans d'autres établissements avec des exclusions et la polémique continue, enfle, vous avez des réactions de politique. Et au fond, la question qui s'est posée à l'affaire de Creil, c'était est-ce qu'il faut intégrer les enfants de la deuxième génération ? Et vous remarquez que la question, elle se pose toujours, mais la question, elle est déjà anglée. La question, c'est est-ce qu'il faut les intégrer et pas comment est-ce qu'il faut les intégrer. Et vous avez des petits moments comme ça qui, pierre par pierre, ont permis de continuer, de répandre par un continuum colonial une islamophobie que l'on voit toujours actuellement dans notre pays. Dans une autre étape que j'aimerais vous donner, tout ça est non exhaustif et le vent me dérange beaucoup, dans une autre étape que j'aimerais vous donner, vous avez bien sûr les attentats, et notamment les attentats de septembre 2001, du 11 septembre 2001. Parce qu'à partir de ce moment-là, la doctrine du choc des civilisations de Samuel Huntington, qui était une doctrine qui globalement était la doctrine de la CIA, qui se demandait contre qui ils allaient faire la guerre après la chute de l'URSS, globalement la doctrine, et je la fais en très très gros, explique que maintenant la civilisation occidentale va devoir affronter la civilisation musulmane et que c'est ça la grande bataille du 21e siècle. Et cette doctrine n'est plus seulement une doctrine géopolitique qui justifiait des guerres que menaient déjà les États-Unis, mais c'est aussi une doctrine interne. Et moi, personnellement, c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué en 2015. Après les attentats de 2015, je vous parle de ce dont je me souviens, c'est qu'après ces attentats, les musulmanes et les musulmans étaient sommés de se positionner. C'est-à-dire qu'on avait des concitoyennes et des concitoyens qui, parce qu'ils étaient perçus comme musulmanes ou comme musulmans, on leur disait « Attends, j'ai besoin de vérifier quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et c'est à partir de ce moment-là que, en France, dans la République, se construit la figure de l'autre. C'est-à-dire que les musulmanes et les musulmans ont été perçus comme des ennemis de l'intérieur. Et c'est ça, au fond, qu'ils continuent d'essayer de faire avec leurs différentes politiques. Et à partir de ce moment-là, c'est parti dans toutes les législations. Interdiction du port du foulard, le dévoilement de la laïcité, le débat sur l'identité nationale de Sarkozy, la déchéance de nationalité de François Hollande, la loi sur le séparatisme d'Emmanuel Macron, les grands débats et les grands décrets sur la lutte contre l'islamo-gauchisme à l'université, le conseil de défense de Macron sur les frères musulmans, les décrets sur la baya. À partir de ce moment-là, commencent des législations qui ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas une année sans qu'on ait une loi qui soit faite pour stigmatiser les musulmanes et les musulmans. Et à partir de ce moment-là, c'est là que l'islamophobie d'État renverse les équilibres des priorités du pays. Parce que les politiques libérales échouent. Et donc on voit, il n'y a plus de classe sociale ascendante, les services publics s'effondrent, la précarité explose. Et à partir de ce moment-là, les politiques centristes, qui au fond fusionnent avec l'extrême droite, proposent un nouveau pacte politique. Ils disent « Oui, tu seras pauvre, mais il y aura toujours plus discriminé que toi. Il y aura toujours une personne qui, sur l'échelle sociale, on la désignera toujours comme plus bas que toi. » Et ça, c'est le pacte politique que, actuellement, le centre est en train de terminer de conclure avec l'extrême droite. Parce qu'il y a une mécanique qui est en train de s'enrayer, et cette mécanique, je trouve qu'elle se résume malheureusement très bien par cette phrase de Jean-Marie Le Pen qui disait « Les électeurs préféreront toujours l'original à la copie ». Vous avez le bloc libéral qui est persuadé que l'islamophobie est le seul outil qui leur permettra de se maintenir au pouvoir. Et ils ne s'en privent pas, on l'a vu avec toutes les polémiques et toutes les législations. Vous avez l'oligarchie
qui alimentent cette classe libérale qu'ils veulent maintenir au pouvoir avec des polémiques islamophobes à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois. Et vous observerez par ailleurs que jamais on se retrouve avec une personne musulmane ou musulman sur un plateau pour être capable de raconter une contre-vérité, et que les rares fois où on a notamment une femme musulmane voilée qui arrive sur un plateau de télévision, tout le monde se retrouve à la fermer parce qu'on ramène un petit peu de vérité dans tout ça. L'oligarchie alimente les polémiques. Et ensuite, vous avez le bloc libéral qui continue avec les lois islamophobes. Des lois islamophobes qui désignent un ennemi de l'intérieur, qui justifient le procès en islamisme de toutes nos concitoyennes et concitoyens perçus comme musulmanes ou comme musulmans. Et tout ça, ça fait monter le Rassemblement national, parce que c'est ce que disait Jean-Marie Le Pen. Les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. Et vous avez, après ces polémiques télévisuelles, ces débats publics, ces lois qui légitiment le Rassemblement national aux portes du pouvoir, tout ça légitime la paranoïa dont tu parlais, qui se traduit derrière en violence extrêmement concrète, que ce soit par les insultes, que ce soit par les violences, que ce soit par les stigmatisations, dans le travail, dans le service public, dans l'école, et qui vont même jusqu'au meurtre. Et voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi nous, à la France Insoumise, je pense qu'il y a eu un moment qui a marqué un avant et un après dans l'histoire de la France Insoumise et de sa lutte contre l'islamophobie. Ça a été la marche de 2019 contre l'islamophobie. Combien nous ont reproché d'aller à cette marche? Mais je pense que s'il y a une grande décision qu'a pris la France Insoumise, elle doit compter parmi celles-là. Parce qu'à partir de ce moment-là, la France Insoumise, elle a dit « Nous avons choisi notre camp. Nous ne mettrons pas un doigt dans la mécanique islamophobe. » Et mes chers camarades, c'est pas... Alors, il y en a certains qui disent « Oui, ils le font pour draguer une clientèle électorale et compagnie, ils font du communautarisme et compagnie. » C'est intéressant parce que à chaque fois, eux, on se demande jamais quelle clientèle ils veulent essayer de séduire. C'est eux qui cherchent à séduire une clientèle raciste. Enfin, c'est eux qui sont clientélistes. Mais nous, on ne le fait pas pour essayer de chercher quelque clientèle que ce soit. C'est pas notre conception de la République. C'est pas notre conception de la politique. C'est pas notre conception de ce que nous on veut. On veut faire l'union populaire, on l'a déjà expliqué. C'est que à partir du moment où vous n'avez plus de force politique, vous n'avez plus de force syndicale, vous n'avez plus de force associative qui tiennent la digue sur ces sujets-là, alors à partir de ce moment-là, le rouleau compresseur peut rouler sans aucune limite. Et c'est pourquoi, parce que je sais que j'ai des militantes et des militants politiques dans la salle, il ne faut absolument rien lâcher sur cette question. Parce que, en ne lâchant rien sur cette question, vous avez beaucoup de nos concitoyennes et de concitoyens qui se sentent dégoûtés, qui disent « Mais quand je regarde l'Assemblée nationale, à chaque fois c'est pour m'insulter, la politique c'est pas fait pour moi, à chaque fois c'est rabaissant. » Vous en avez d'autres qui ont dit « Bah là je sens que j'ai ma place quelque part. Là je me sens pas exclu parce que j'ai une formation politique qui oui a choisi son camp. » Entre la République et la laïcité, parce que nous, notre conception de la laïcité, c'est pas de religion en politique, pas de politique en religion. À partir de ce moment-là, vous êtes capable de faire union populaire. Et c'est pourquoi, et je terminerai sur ça, mes chers camarades, s'il y a une question sur laquelle on ne lâchera jamais et sur laquelle il ne faut rien lâcher, c'est bien celle-là. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout est perdu. Et Jean-Luc Mélenchon disait déjà, à la fin, ça finira en eux contre nous. Et aujourd'hui, on y est déjà dans le eux contre nous. Mais si jamais on peut définir un nous, c'est notamment parce que nous, on a choisi de faire une rupture avec le continuum colonial, de faire une rupture avec l'islamophobie et de regarder droit dans les yeux la mécanique dont se sert l'oligarchie pour maintenir son pouvoir et permettre de continuer les rapports de domination qui servent ses intérêts. Voilà, on va passer à un temps d'échange et ça a été un plaisir de pouvoir écouter les différentes interventions. Merci à tous les deux. Alors j'avais quelques questions de prêtres, mais simplement l'idée d'une islamo-paranoïa m'a fait penser à un autre concept et j'aimerais juste qu'on passe un petit peu de temps dessus si vous le voulez bien. C'est le concept de racisme conspiratoire. L'idée que le complotisme serait devenu le ressort principal du processus de racialisation des musulmanes et des musulmans, en ce que le complot serait le grand remplacement, donc le remplacement de population, ou bien Marwan Mohamed parlait aussi éventuellement de petits remplacements, c'est-à-dire le remplacement des valeurs et de la culture de façon générale.
Et dans toute théorie du complot, telle que l'a définie Emmanuel Kress, on a aussi ses collaborateurs. Et dans ce cas précis, sur l'islamophobie, ce seraient les fameux islamo-gauchistes qui aideraient les musulmans de façon consciente ou inconsciente et qui donc seraient contre leurs propres... qui seraient donc contre leurs propres intérêts étant donné qu'ils sont blancs. Et puis le but, comme vous le disiez, c'est de faire du colonialisme inversé. Et j'ai, moi, le sentiment que ça s'est beaucoup accru durant les 20 dernières années, éventuellement surtout depuis 2001. Mais on peut en réalité trouver les germes de ce dispositif représentationnel dès la colonisation. Parce que dès l'arrivée du colon français en Algérie, en 1830, il trouvait surtout comme résistance celle des chefs religieux des Zaouïas. Les Zaouïas, c'est les confréries religieuses. Et bon, les Français ne comprenaient pas trop la structure de la société algérienne et plus généralement nord-africaine. Et donc, pour eux, ils parlaient d'Algérie des secrets. Et plus tard, on va revoir ce concept et ces théories revenir quand on verra arriver l'islam également en Afrique de l'Ouest, qui était également colonisée. Et là aussi, ils parleront de sectes musulmanes qui fait de l'entrisme. Et du coup, j'aimerais bien savoir quel lien, connexion vous faites entre cette islamo-paranoïa et ce racisme conspiratoire. Alors déjà, la notion même de conspiration, effectivement, elle montre qu'on est dans une structure paranoïde et plus dans une structure phobique, puisque quand on parle de conspiration, ça suppose cette intentionnalité que j'évoquais. Donc quand il y a l'intentionnalité, ça suppose que ils m'attendent, c'est moi. Mais ce moi, c'est qui ? C'est le peuple trompé. En fait, ce qui se passe, et je vais revenir sur la question algérienne, parce que j'ai une anecdote intéressante à donner sur ce sujet, mais que je vais donner juste après. En fait, ce qui se passe, c'est que à partir de 2003-2004, il y a une mise en scène politique et sociale qui se met en place. Mais vraiment une mise en scène, un grand théâtre, dans lequel justement c'est eux contre nous, avec petit à petit. Cette mise en scène, elle est, on va avoir... Et c'est ça, le véritable populisme, c'est ça. Le populisme, c'est pas être proche du peuple. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon disait à un moment, je crois qu'il avait dit, si le populisme, c'est être proche du peuple, moi je suis populiste. Bon, il n'est pas populiste s'il est proche du peuple. Le populiste, c'est même pas être démagogue. Je veux dire, la démagogie, c'est juste une pente, pour ainsi dire, naturelle des démocraties représentatives. Il faut bien dire un certain nombre de choses qui vont dans le sens de ce que les électeurs veulent. Bon, voilà, on ne va pas... tergiversé. Mais le populisme, c'est quand on parle à la place du peuple. Mais à la place d'un peuple, et c'est ce qui se passe petit à petit, qui est supposé être trompé, qui est supposé être agressé. Et donc petit à petit, il va y avoir cette idée, dans le Rassemblement national, il va y avoir cette idée que Marine Le Pen, par exemple, ou même d'autres leaders de droite et certains de gauche, vont parler au nom d'un peuple qui est total et qui serait totalement agressé. Mais le truc, c'est que puisque ce peuple est agressé, il faut trouver des agresseurs. Donc dans la mise en scène, on va avoir le peuple agressé, qui est le vrai peuple français, qui sont les vrais Français, le vrai peuple français, etc. Et Marine Le Pen, elle va amorcer son virage, moi que je trouve pire, qui est le passage de l'extrême droite classique de Jean-Marie Le Pen au national-socialisme. C'est-à-dire en se revendiquant comme socialiste. Et c'est le moment où les journalistes vont commencer à dire « Ah, c'est cool maintenant ». Mais c'est pas cool maintenant, c'est exactement ce qu'avaient fait les nazis dans les années, dans les années 30. Ils s'appelaient national-socialiste des travailleurs allemands, mais avec une idée du vrai peuple allemand qui est totalement... Et pour pouvoir, comme tu le disais, exclure ceux qui sont dans une situation pire, parce qu'il faut avoir ceux qui sont dans une situation pire. Et cette exclusion, ça va faire ça, ça va faire... On va avoir le vrai peuple français, mais en face, il faut le faux peuple. Donc les musulmans, c'est le faux peuple. C'est ceux qui font semblant d'être français. Vous remarquez l'idée ? Ils font semblant d'être français. En fait, ils ne sont pas vraiment français. Quand on leur donne la citoyenneté, mais ils ne la méritent pas. Même s'ils sont pas immigrés, ils sont nés en France, en fait, ils sont quand même faussement français, etc., etc. On va même les appeler immigrés quand ils sont nés en France. Vous voyez ? Parce que ça va vouloir dire quelque chose de symbolique lié à ça. Donc, vrai peuple. Donc, il faut le faux peuple en face. Mais en même temps, les vrais peuples, le vrai peuple, il faut ses alliés. Donc on va voir apparaître de nouvelles personnalités politiques qui sont les héros. Zemmour, Finkielkraut, plutôt du côté des journalistes, des pseudo-intellectuels. Et puis des hommes politiques qui vont dire qu'ils vont vous défendre contre tout. Et en face, comme vous avez les héros qui défendent le vrai peuple, vous avez les salopards qui défendent le faux peuple. Et les salopards qui défendent le faux peuple, c'est qui ?
Les islamo-gauchistes. J'étais le premier intellectuel à être qualifié d'islamo-gauchiste au début des années 2000. Mais c'est vrai. Hein. Ouais, bon. Ça a été répertorié. Hein. Ça a été répertorié. Hein. Et l'islamo-gauchiste avec deux petites variations. Hein. Vous avez l'islamo-gauchiste vicieux. L'islamo-gauchiste vicieux, c'est qu'il sait qu'ils ont gagné. Et donc il se met du bon côté de l'histoire, parce qu'évidemment ils ont gagné, ils sont plus forts que nous, etc. Il y a cette idée de, on peut les agresser parce qu'ils sont plus forts que nous, ce qui est ridicule. Vous voyez, ou alors il y a l'islamo-gauchiste complètement débile, et là on l'appelle l'idiot utile. Il n'a rien compris, il croit qu'il est cool, il est woke, il est je sais pas quoi, etc. Voilà. C'est les deux variations de l'islamo-gauchiste. Et là vous avez cette mise en scène. Quoi que vous disiez, vous allez être placé d'un côté ou de l'autre. Mais ça, et tu as raison de dire, il faut absolument refuser ça. Parce que ça nous entraîne. Et là, le lien avec la période coloniale, il est fort parce qu'en fait, en Algérie, c'était en un sens même pire que ce que tu as dit. C'est quand même la France qui a inventé la différence entre la nationalité et la citoyenneté. C'est un truc complètement dingue. C'est-à-dire qu'on dit, l'Algérie est un département français. Mais c'est quand même emmerdant parce qu'ils ont l'air d'être de plus en plus nombreux. Alors à l'Assemblée nationale, ils vont nous submerger. C'était déjà l'idée d'être submergés parce qu'ils font beaucoup d'enfants, etc. Ce qui est faux ensuite, puisque l'Algérie s'est effondrée au niveau du taux de natalité. En plus, c'était même concrètement faux. Hein. Et donc, c'était cette idée que, oui, ils sont nés en Algérie, c'est un département français, mais ils n'ont que la nationalité. On leur donne la nationalité, c'est-à-dire les devoirs, mais pas les droits. Mais pourquoi alors ? Alors, tribunal administratif, parce qu'en fait, la citoyenneté française, on n'est pas raciste, mais la citoyenneté française est incompatible avec l'islam, avec le fait d'être musulman. Vachement intéressant. Alors, incompatible avec le fait d'être musulman. Intéressant parce qu'il y a un certain nombre d'Algériens d'origine, entre guillemets, arabe ou berbère, c'est-à-dire objet de ce racisme, quoi, en gros, hein, racisés, on va dire, la réalité c'était qu'ils étaient racisés, qui étaient convertis au catholicisme. Donc ils ont dit, ça ne s'applique pas à nous, ça s'applique pas à nous cette question. Donc ils vont devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel d'Alger. Avant le Conseil d'État, ils avaient fait dans ce qu'on dit une cour administrative d'appel. Ils vont devant la cour administrative d'appel et ils disent, puisque c'est incompatible avec l'islam, ça tombe bien, nous on est convertis. Alors, le juge, il est embêté parce qu'il voit des Arabes et qui prétendaient que c'était pour l'islam et il est surpris de voir. Mais non, nous on est des très bons catholiques, on va à la messe et tout. C'est sûr, on est arabe, mais on va à la messe. Alors, gêné, il dit, oui, mais décision de la cour administrative d'appel, répertoriée par Patrick Veil, archivée. Hein. Décision, c'est, ouais, mais quand on est né musulman, on le reste tout le temps. C'est fascinant, parce que c'est une décision de la cour administrative d'appel d'Alger. Et moi, cette décision, elle est emblématique de l'inconscient collectif qui se manifeste encore aujourd'hui quand on dit, oui, il a l'air d'être démocrate, mais il ne peut pas être vraiment citoyen parce que c'est un musulman. En fait, ce qu'on veut dire, c'est l'euphémisation de « c'est un arabe, c'est un ancien colonisé, et que de toute façon, il est en train de m'agresser, donc j'ai le droit d'être encore plus agressif que lui. » Par sa seule présence, quoi. Vous voyez, ça, c'est vraiment le truc problématique. Il y a une organisation, pour donner un témoignage clinique de cette paranoïa, il y a une organisation qui était célèbre, qui était connue il y a quelques années avant qu'elle soit dissoute, qui défendait juste son objet, c'était juste ça, je vous jure que c'était juste ça, de défendre le CCIF, c'était collectif contre l'islamophobie en France. Leur objectif, c'était même pas des militants forts au sens où ils n'allaient pas dans la rue, etc. Ils défendaient juste les droits des musulmans, lorsque même dans certaines lois qui sont un peu scélérates, n'étaient pas respectées, lorsque ça allait encore plus loin, mais pour les défendre, pour faire en sorte que la loi soit appliquée. C'est-à-dire, un exemple, parce que c'est des cas multiples, quand un proviseur, lorsque la loi qui interdit le foulard à l'école, un proviseur convoque une fille qui a quand même enlevé son foulard à l'entrée, parce que sous prétexte qu'elle maintient une robe noire et longue, elle a le droit, et le proviseur, il regarde la marque, il dit si c'est écrit en arabe, ça veut dire qu'elle contrevient à la loi. Par contre, s'il y a écrit, si c'est H&M, alors là, c'est bon. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est supposé. Alors là, bon, elle peut le mettre, parce que c'est un truc mode. Voilà. Donc, pour contrevenir à ce genre de choses et aider les musulmans,
le CCIF mettait en place une structure d'aide juridique. Et il y a eu à un moment donné une campagne de publicité du CCIF. Une campagne de publicité avec des affiches qui ont été interdites dans le métro, soi-disant pour la laïcité, interdites partout. Et il y a eu un certain nombre de... Ça fait scandale, un scandale complètement dingue. Plus rien n'était audible, on ne pouvait plus rien dire, on ne pouvait plus parler à la radio, à la télé, c'était horrible. C'est vraiment de l'entrisme, c'est l'horreur, on est envahi partout. Et moi, à cette époque, j'ai fait une émission, dans une émission qui s'appelait La Grande Table, qui n'existe plus aujourd'hui, sur France Culture. Et il y avait Alain Finkielkraut qui était invité pour son livre L'identité malheureuse. Et j'étais supposé être le type qui critique en face, qui en parle du truc. Quand il a su que c'était moi, il a refusé de participer à l'émission, mais finalement, je l'ai rassuré parce qu'il a dit, Raphaël Lioger, son problème, c'est qu'il il va pas penser à la beauté littéraire de mon livre, il y a une dimension littéraire. Il a dit ça à la productrice. Alors moi, je l'ai appelé en disant, non mais j'ai apprécié la beauté littéraire du livre, je vous jure que je trouvais que ça très beau, les phrases sont merveilleuses, c'est très très bien fait, tout ça. On arrive à l'émission, finalement, il est rassuré, il vient à l'émission. Et vous allez voir, mais c'est juste ça. Parce que on arrive à l'émission et on me demande alors de faire une critique. Je dis alors je vais vous dire. Moi j'ai juste un tout petit truc à dire sur le livre. Il est très bien écrit d'abord. C'est du grand style quoi. C'est limite 18e, peut-être un peu empoulé, mais ça va. Mais par contre, il y a une erreur dans le livre. Et si je cite cette erreur, c'est pas pour dire oh là là j'ai trouvé une erreur dans le livre. Parce que finalement, moi, j'écris des livres, dès qu'on écrit plus de 50 pages, on fait tout le temps des erreurs. Non, mais parce que cette erreur, elle nous dit plus le sens du livre que tout le reste. C'est-à-dire que cette erreur, c'est ce qu'on appelle, un lapsus en psychanalyse. C'est-à-dire que cette erreur, elle dit la réalité du livre. À la limite, il faut juste lire cette erreur, c'est pas la peine de dire le reste, on a tout compris. Et à un moment donné, donc, c'est quoi cette erreur? C'est qu'il parle de la campagne du CCIF. Et il dit l'entrisme, l'horreur, etc. Et il dit la preuve, il y avait écrit, en gros, et vous dites, Monsieur Finkielkraut, qu'il y avait écrit en gros sur cette affiche, et cette affiche, elle représente, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'est le serment du jeu de paume, qui est emblématique, symbolique de la République française, où toutes les catégories de la population de l'époque se reconnaissent dans ce serment. Et donc, le CCIF avait eu l'idée géniale, en situation normale, non psychiatriquement problématique, de reprendre l'esthétique et de prendre différentes parties de la population. On avait des gens comme toi et moi, comme elle, et puis on avait au milieu même quelqu'un qui était à l'évidence un juif très orthodoxe avec le truc. Et puis on avait quelqu'un qui était avec un kéfier, quelqu'un qui était, et puis une fille qui était voilée, mais une multitude de choses, un type en survêt, vraiment une multitude de choses. Pour dire, on est tous ensemble. Et vous, Monsieur Finkielkraut, vous avez dit, dans votre livre, qu'il y avait écrit au-dessus de l'affiche « La République est à nous, la République nous appartient ». Mais je vous dis, mais Monsieur Finkielkraut, il n'y avait pas du tout écrit ça. Il me dit, ah bon, mais si, il y avait écrit ça. Mais si, il y avait écrit « Nous ». Et puis avec une sorte d'encoche un peu stylisée, aussi, sommes la nation. Il n'y avait pas écrit, c'était avec la nation. La nation est à nous, l'air de dire, on s'approprie la nation, on l'a prise, elle est pour nous. Nous les musulmans, ça y est, on a pris la nation. Comme s'il y avait écrit ça. Je dis, il n'y avait pas écrit ça. Il y avait écrit, nous aussi, ne nous oubliez pas, nous sommes la nation, nous voulons participer au contrat social, nous voulons faire partie de la République de la nation, nous voulons faire serment justement d'une forme d'allégeance républicaine, etc. Et vous avez vu exactement le contraire. Il me dit, c'est pas vrai, c'est faux, etc. Je savais que vous alliez dire ça, c'est pour ça que j'ai amené l'affiche. Je vais vous la dire. Et le truc, c'est incroyable. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans ce pays, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire, il suffit qu'un musulman qui prend la parole, qui dit « moi, je veux participer au contrat social, moi, je veux faire ceci, etc. » Eh bien, chaque fois, il y a des lapsus à répétition, juste pour nourrir cette espèce de structure paranoïde collective qui nous sert bien et qui sert bien effectivement le néolibéralisme. Pour répondre du coup à la question sur l'islamo-gauchisme,
Moi, j'aimerais juste commencer par ce qu'eux appellent le concept de civilisation judéo-chrétienne. Je pense que c'est extrêmement important de déconstruire le concept de civilisation judéo-chrétienne parce que ça n'a aucune réalité matérielle. Déjà, premièrement, j'ai un problème avec le concept de judéo-civilisation chrétienne parce que ça laisse sous-entendre que pendant 2000 ans, il y avait une harmonie entre les chrétiens et les juifs, laissant oublier que pendant 2000 ans, les juifs ont été persécutés par les chrétiens jusqu'à l'horreur de la Shoah. Donc parler de civilisation judéo-chrétienne, déjà premièrement, c'est une manière d'effacer cette histoire antisémite de la France. Et ensuite, c'est aussi essayer de nier une histoire qui est aussi une histoire arabe, une histoire musulmane, l'influence d'un Averroès sur la philosophie par exemple, ou l'apport que nous ont apporté les Arabes en mathématiques, en astronomie, en médecine. Donc le concept de civilisation judéo-chrétienne, non seulement il faut le déconstruire, mais je vous raconte tout ça parce que selon moi, pour bien comprendre l'islamophobie présente, il faut bien analyser l'antisémitisme des 2000 dernières années et toujours aujourd'hui par ailleurs. Déjà, premièrement, quand on parle d'islamo-gauchisme, ça me fait penser à un mot. Ça me fait penser à judéo-bolchevisme. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on pointait du doigt la gauche qui défendait les personnes juives qui étaient mais insultées quotidiennement, qui étaient victimes d'antisémitisme d'État. Et aussi, quand je vois le rapport sur les frères musulmans, je suis choqué de voir à quel point le rapport sur les frères musulmans reprend les mêmes rhétoriques antisémites qu'il y a un siècle. Je vous invite à aller relire ce que disent les historiens sur la théorie antisémite du protocole des sages de Sion. À la fois sur ce qu'elle raconte et à la fois comment historiquement elle est apparue, c'est-à-dire avec des personnes qui, dans le gouvernement, voulaient convaincre le tsar que les personnes juives constituaient une cinquième colonne qui voulait renverser les lois et compagnie, enfin toutes les conneries antisémites des derniers siècles. Et pour le coup, quand je vois le rapport sur les frères musulmans, qu'est-ce que je lis ? Je vois des personnes, il y avait un ancien préfet, il y avait une autre dame qui est financée par Bolloré-Estérin, qui essaye de convaincre les plus hautes sphères de l'État, c'est-à-dire le gouvernement, le président de la République, l'Assemblée. Et je vais vous citer les passages du rapport sur les frères musulmans. Dedans, il parle d'un fonctionnement pyramidal, dans lequel il y a des gens qui chercheraient à investir les différentes structures de la société pour essayer d'influencer les lois en France. Le rapport sur les frères musulmans reprend précisément les mêmes rhétoriques antisémites qu'il y a un siècle. Et pour le coup, quand à chaque fois, il y a aussi une autre suspicion de leur part. Ils disent, oui, regardez, les musulmanes et les musulmans, ce sont elles et eux qui sont les responsables de l'antisémitisme. Encore une fois, ils cherchent à construire un nous contre eux. Et je terminerai en disant quelque chose. S'il y a bien des gens qui ont fait monter l'antisémitisme ces derniers mois et ces dernières années, c'est bien les gens qui, à chaque fois, pour essayer de se couvrir de leur complicité dans le génocide, racontaient que si vous critiquez Israël, vous critiquez les Juifs. Parce qu'en faisant ça, ils racontaient à des antisémites qu'à partir du moment où vous êtes juif, vous cautionnez ce qui se passe, ce qui a été commis et ce qui est toujours commis par le gouvernement israélien. Et ça, c'est une rhétorique antisémite. Et ça, c'est une rhétorique qui est utilisée par les antisémites. C'est pourquoi, là aussi, comme sur l'islamophobie, sur l'antisémitisme, il ne faut rien lâcher. Et pour le coup, quand on veut comprendre l'islamophobie présente, il faut étudier soigneusement l'antisémitisme passé. En tout cas, c'est ce que je comprends à chaque fois qu'on me traite d'islamo-gauchiste. Je dis, j'ai comme fierté, il y a un siècle, vous m'auriez traité de judéo-bolchevique, et moi, ça fait mon honneur. J'aimerais un petit peu revenir sur la représentation de la femme musulmane en France, parce qu'il me semble qu'il y a eu un certain revirement important à partir des années 2000, parce que... merci. Parce que dans les années 80-90, on avait l'imaginaire de la femme musulmane qui était un petit peu la fille du travailleur immigré et qui était censée hisser sa famille de l'obscurantisme d'où il venait jusqu'à la modernité. Et elle ne pouvait faire cette élévation sociale de sa famille qu'en entrant finalement dans le marché sexuel. Tout c'était Sting sur les discothèques, comme si la priorité pour des personnes discriminées était de rentrer en discothèque, en boîte de nuit, pour rencontrer des hommes blancs et qu'ils puissent avoir leur corps. Et bien sûr, cette représentation de la femme musulmane qu'on appellera la beurette, et ça existe encore, parce que moi je me fais beaucoup traiter de beurette sur les réseaux sociaux, ça existe encore, mais cette représentation... Comment ? Et cette représentation de la beurette, en fait, émane véritablement et
émane véritablement de la représentation coloniale des femmes musulmanes, mais plus encore, en fait, dès l'orientalisme, avec les images de l'odalisque, avec les premiers voyages dans les harems, où il y avait tout cet imaginaire sur finalement les hammams, qui seraient peut-être un endroit où les femmes avaient des rapports entre elles, et puis que les femmes voilées, finalement, elles se voilaient uniquement pour ne pas être reconnues dans la rue quand elles allaient voir un amant ou autre. Et on a eu ça, évidemment, dans la colonisation, avec les cérémonies de dévoilement, mais aussi, finalement, avec la prostitution forcée, comme la fameuse cité de Bousbir à Casablanca. Et on a eu donc tout cela, et ça a donné également le fameux ni pute ni soumise, où finalement ces femmes voulaient absolument devenir indépendantes. Leur indépendance ne pouvait qu'être sexuelle, et leur famille les empêchait d'avoir cette indépendance. Mais j'ai l'impression que depuis les années 2000, ce qui s'est passé, il y a eu un petit changement avec le voile. Peut-être dès l'affaire de Creil finalement, mais avec le voile, parce qu'on a vu tout de suite, notamment avec les Alma et Lilia, que ces femmes-là disaient elles-mêmes, on ne me lave pas le cerveau, je ne suis pas forcée de mettre le voile, je le fais par choix. Et donc cette image de femme qui est écervelée, à qui on lave le cerveau et qu'il faudrait finalement sauver de sa famille, ne fonctionnait plus. Et à partir de là, et peut-être qu'on l'a revu d'autant plus avec l'histoire de l'abaya, les femmes voilées, les femmes qui visibilisent le fait religieux, ne sont pas des femmes à sauver, mais sont les principales ennemies parce qu'elles font du prosélytisme. Et donc, elles sont les vectrices de l'islamisation. Et apparemment, quand on voit une femme voilée dans la rue et qu'on ne l'est pas, eh ben, on a forcément envie de le devenir. C'est une idée tout à fait stupide, mais apparemment, ça donne envie à tout le monde de se voiler. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu ce revirement dans la représentation des femmes musulmanes, et j'aimerais avoir votre avis dessus. Moi, mes premiers bouquins portaient là-dessus, donc j'ai un peu travaillé sur ce revirement, effectivement. Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire la représentation qui existait au départ, c'est la pauvre musulmane manipulée par les grands frères, par son père, par éventuellement même sa mère, par le quartier. Enfin, il y avait toutes les formes de manipulation possibles. Nous, on disait déjà à l'époque, avec Bruno Etienne, qui a inventé l'expression d'islamisme radical, puisqu'il a écrit le premier livre qui s'intéressait à cette question dans les années 80. On disait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, puisqu'on avait fait des enquêtes vraiment massives avec de gros échantillons, et on avait remarqué que les jeunes femmes en question, c'était celles qui, au fond, étaient les plus récalcitrantes à la loi de la famille. Et dans les familles qui étaient les moins religieuses, la revendication du voile, c'était une revendication de dire on refuse, on ne veut pas nous assimiler. Donc comme on ne veut pas nous assimiler, nous, on ne sera pas comme nos parents à chercher à imiter ce qui existait dans le passé. Nos parents, ils ont essayé de faire comme les Blancs, mais comme de toute façon, on voyait qu'ils étaient exclus. Ben, nous, on va le revendiquer positivement. C'est ce que j'appelle le passage de minorité passive. C'est-à-dire, on me voit comme minorité et on me stigmatise. Puisque c'est ça, de toute façon, autant que je sois actif, je dis, je le revendique. Et c'est venu en même temps que le langage des cités, en même temps que le fait d'enlever sa ceinture, etc., pour dire on est prisonnier comme aux États-Unis, où on enlève la ceinture des gens, et puis le rap, etc. Et donc, effectivement, c'était le même. Certains choisissaient des signes différents, le fait de mettre le voile, d'autres pouvaient devenir rappeurs, etc. Ça a l'air d'être complètement différent, mais c'était pour construire une identité qui n'était pas une identité imitative. Vous voyez ce que je veux dire? Qui imitait le centre. On a notre propre identité. Et à partir de là, ce qui est terrible, c'est qu'on est passé justement de la condescendance, la pauvre fille, c'est encore pire. Parce que si elle le revendique, c'est elle qui est agressive. Donc c'est elle, limite, elle a probablement, si elle met le voile, ou si elle met l'abaya, c'est pour cacher sous ses jupes une bombe. Alors qu'il n'y a jamais une seule fille portant le voile qui a commis un attentat terroriste. Mais c'est pas grave. C'est comme le rapport au barbu, etc. Mais il y a un rapport aussi profondément misogyne dans la société française. Profondément misogyne parce qu'on fait sans cesse, regardant les filles voilées, ce que Pierre Bourdieu appelait de la violence symbolique. Vous savez ce que c'est que la violence symbolique? C'est le fait que je vous regarde vous habiller d'une certaine manière. Par exemple, vous avez mis un blouson rouge. Je vous demande, moi je fais comme ça quand je fais les enquêtes, pourquoi vous avez mis le blouson rouge? D'abord, il faut savoir ce que la personne dit.
et vous dites moi j'ai mis un blouson rouge parce que j'aime bien le rouge, parce que dans mon enfance, etc. etc. Et je note, ce type est manipulé, il faut un blouson rouge parce qu'en réalité, on voit bien qu'on lui a imposé le blouson rouge, etc. C'est-à-dire que j'impose mon interprétation face à votre interprétation. C'est ça la violence symbolique. Et bien, avec les filles voilées, c'est tout le temps ça. C'est-à-dire qu'elle dit je le fais parce que, par exemple, dans notre société, les corps des femmes sont devenus des objets de consommation dans les yeux de prédateurs, particulièrement dans certains milieux. Ce qui est vrai, on l'a vu avec l'affaire MeToo, que la société de consommation, c'est aussi la société de consommation au sens sexuel du terme, à un certain niveau, etc., avec la prédation. Donc c'est logique, je veux dire, à un certain niveau. Mais on dit, putain, qu'est-ce qu'elle est manipulée, la fille, mais n'importe quoi, on voit bien que c'est ses parents qui lui ont imposé. On fait l'enquête, on se rend compte que c'est pas ça, mais non, elle continue à être dans cette optique-là. Moi, je me souviens d'un débat avec Elisabeth Badinter, voilà, à l'époque où je faisais le débile à la télévision. Elisabeth Badinter, émission qui s'appelait Mots croisés. Elle vient dans l'émission, d'abord elle se met de côté parce que madame, elle n'est pas... elle savait tout, j'étais sur le voile intégral, etc. Et elle commence à dire, non mais c'est sérieux, ces deux justifications face à ce que j'ai expliqué, qui est à peu près ce que je vous dis, ces deux justifications pour l'interdiction du voile dans l'espace public et autres, c'était... La première, c'est, elle ne savait plus quoi dire, elle dit, mais quand même, elles sont forcément manipulées parce qu'il fait vraiment trop chaud pour désirer porter un truc pareil. Alors je lui dis, madame, vous êtes supposée être philosophe, mais est-ce que vous savez que les humains, depuis que le monde est monde, font des choses difficiles parce que c'est difficile. C'est ce qu'on appelle une épreuve. Donc vous devriez interdire l'ascension de l'Himalaya, parce que dans les derniers mètres de l'ascension de l'Himalaya, voire les derniers 100 mètres, c'est absolument ridicule, ça bousille les poumons, il faut prendre un truc, de l'oxygène, etc. Et à la fin, on met son petit drapeau à la con, j'ai fait l'ascension. Vous devriez interdire l'Atlantique à la rame, parce que c'est aussi dangereux, ça n'a aucun sens, juste pour dire j'y étais. Donc le rapport au religieux, c'est aussi un rapport à l'épreuve de dire quelque chose. Donc ça n'a aucun sens du point de vue humain. Les humains font ça aussi par épreuve pour se sentir exister. C'est une manière d'être. Et puis sa deuxième justification, c'est un truc encore pire, la deuxième justification. Elle dit, à la fin de la fin, c'est pas tolérable, parce que moi, par exemple, je vous donne un exemple. Elle fait, la dernière fois, j'étais chez le dentiste avec ma petite fille, et ma petite fille, elle voit une femme voilée en face, et ben elle a pris peur, ma petite fille. Elle avait peur, ma petite fille. Elle était terrorisée, ma petite fille. Et ben je lui dis, c'est simple, si votre petite fille a pris peur, comme dans les années 30, une petite fille d'une Elisabeth Badinter, qui par ailleurs est juive, justement, aurait pu être impressionnée par quelqu'un qui semblait être juif en face en disant « Ah, elle a pris peur, la petite fille ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait juste dire que sa grand-mère est raciste, c'est tout. C'était complet. Je veux juste ajouter un exemple. Au moment où il y avait eu la rentrée du coup que Gabriel Attal avait organisée quand il était malheureusement ministre de l'Éducation nationale, sincèrement de toutes les rentrées, ça a été l'une des plus catastrophiques. Et je les connais malheureusement, je me les fréquente à longueur de journée. Je pense que très sincèrement que c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réunion avec le cabinet de Gabriel Attal et qu'ils se sont dit la rentrée est catastrophique, il faut qu'on trouve un truc à la fois pour exister politiquement, à la fois pour essayer de cacher. Et donc ils se sont dit abaya, ça fonctionne bien. Et donc ils ont pris un décret pour l'abaya, essayer de faire en sorte que les chefs d'établissement surveillent encore plus l'abaya. Et donc j'étais parti devant un certain nombre de lycées, notamment un établissement dans lequel ça avait bloqué parce qu'il y avait plein de problèmes, mais il y avait aussi ce problème de lycéennes qui se retrouvaient à se voir refuser des cours parce qu'elles portaient un abaya. Abaya qui n'est pas un vêtement religieux, hein, je tiens à le préciser. Et il y en a notamment une qui m'a raconté une anecdote dont je me souviendrai très très longtemps. Elle me dit, avec une amie à moi, on a été faire du shopping ensemble et on a acheté la même robe ample. Seulement, moi, je suis arabe. T'es même pas musulmane d'ailleurs. Moi, je suis arabe et mon amie, elle est blanche. Et on a pris à 10 minutes de différence. Mon amie blanche, elle est rentrée comme ça. Et moi, j'ai essayé d'y rentrer. Et puis, j'ai eu tout le droit à tout le contrôle et tout. Est-ce que c'est un abaya? Presque on mesure, quoi. Et c'est pour faire comprendre que souvent, y en a qui disent oui, ils le font pour faire diversion. Mais pour le coup, c'est pas que des diversions. Derrière, ça a des conséquences concrètes, réelles dans leur vie.
Et pour le coup, on s'est vraiment retrouvé dans une application concrète à avoir un traitement différencié entre les élèves qui étaient perçus comme musulmanes et les élèves qui n'étaient pas perçus comme musulmanes. Et je tiens à signifier que les 3/4 du temps, c'est toujours les femmes qui sont visées. Et à chaque fois, on nous dit, mais non, mais vous soutenez le voile, vous soutenez la baya, vous soutenez tout ça. Vous êtes du régime des mollahs. Vous soutenez les mollahs. Moi, j'ai envie de répondre à ces gens qui me disent ça, mais quand je vois un homme comme Gabriel Attal qui vient expliquer à une femme comment est-ce qu'elle devrait s'habiller, je vois plus de commun entre Gabriel Attal et les mollahs et nous qui cherchons simplement à défendre la liberté des femmes. Et ça, c'est notamment un argument que vous pouvez répondre et je voulais vous le partager.